Le métier d'orfèvre, c'est un métier où on fabrique et restaure l'argenterie. Ça peut aller des couverts, couteaux, fourchettes, cuillères, à des chandeliers, des plats, des légumiers, des coupes à fruits, des porte-caviar. On peut avoir du seau à champagne. Alors, le métier d'orfèvre vient étymologiquement du terme aurifaber, donc l'artisan qui va façonner des métaux précieux comme l'or et l'argent pour créer des objets. Où on va travailler une matière brute qui nous est livrée en plaques, en lingots, en grenailles, et on va façonner tout ça. La société Camille Orfèvre a été créée en 2012. Au début, j'étais tout seul. La société s'est développée au fur et à mesure des années parce qu'il y a eu une forte demande, et j'ai réussi à m'imposer aussi dans ce milieu-là. On est une entreprise qui est située à Paris, dans le 3e, rue Notre-Dame de Nazareth. On est une société qui fabrique et restaure l'argenterie. Haut de gamme. On travaille essentiellement l'argent massif comme le métal argenté, ou ça peut aller jusqu'à l'étain aussi. Moi, avec mon parcours, j'ai pu apprendre les différentes techniques et différentes gammes aussi, pour travailler aussi bien, disons, le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme en termes de qualité justement. Et du coup, on arrive à s'imposer et à être performant parce qu'on peut s'adapter justement à la demande du client, aussi bien pour des petits budgets que des gros budgets, on va dire. Et en termes de qualité aussi, c'est surtout ça. L'atelier est composé de différents secteurs qu'on a réussi à dispatcher. On a une partie forge et coutellerie, on a une partie établie des orfèvres avec l'outillage ancien, etc., de forme en acier, pour tout ce qui est planage, débosselage, ajuster les pièces, etc., la lime et tout. On va avoir une partie tournage, repoussage et une salle de polissage aussi. Polissage à vivage pour la finition, et après nous avons tout un espace de partie de contrôle qualité qui est assez important avec l'emballage, parce que toutes nos pièces, une fois finies, sont contrôlées pour être sûr d'obtenir la qualité souhaitée auprès de nos clients. Là, j'ai ma collection de tas ou de boutrolles ou de ressingles, enfin, surtout des ressingles, pour pouvoir débosseler tout ce qui est l'argenterie en fait, ce qui va nous servir. Donc on peut avoir des tas, et donc chaque forme va me servir pour rentrer justement dans l'objet afin de pouvoir le planer et débosseler l'objet justement. Donc là, je pense avoir une des collections les plus abouties de Paris, parce que vu le nombre que j'ai, j'en ai ici, là, tout en dessous. C'est des outils qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on n'achète pas dans le commerce, ça se trouve pas dans le commerce. Donc c'est en général quand il y a un atelier qui ferme ou un orfèvre qui arrête son activité, on essaye de lui racheter justement petit à petit l'outillage. Donc l'outillage là, j'en ai certains qui datent du 18e quand même. Donc voilà, c'est des outils qui perdurent dans le temps et qu'on se transmet d'orfèvre en orfèvre. Ça va être, par exemple, je vais le choisir parce qu'il a une forme qui peut correspondre pour un corps de théière. Donc justement, il va pouvoir rentrer dans le corps de théière, il va correspondre pratiquement parfaitement au corps à l'intérieur. Et comme ça, moi, je vais pouvoir travailler ici pour pouvoir enlever les bosses. Donc chaque tas va nous servir, c'est-à-dire que chaque angle, chaque bombée peut m'intéresser
pour n'importe quel type d'objet. On va aussi avoir pour les cuillères, pour dire tout ce qui est cuillère. Donc là, on va avoir du petit comme du très gros. Cuillère à café, cuillère table, cuillère dessert. Voilà. Tout ça, c'est ce qui va nous servir justement pour refaire les cuillerons. On peut avoir aussi pour de la fourchette, pour de la pelle à tarte, etc. Je m'appelle Jean-Pierre Cottet-Dubreuil, je suis orfèvre, gérant de la maison Richard Orfèvre à Paris. Je suis créateur, je fabrique des objets comme des couverts en argent, donc je suis orfèvre cuillériste, un des derniers de France. Et notre atelier, elle est spécialisée également de s'occuper de tout ce qui est restauration d'orfèvrerie ancienne. Donc la maison Richard a été fondée par Edmond Ricard en 1910 rue des Gravilliers. À l'époque, la maison était spécialisée et ne produisait uniquement que du couvert en argent massif. C'est ce qu'on appelle un orfèvre cuillériste. Et puis, au fil des décennies, la maison a enrichi son offre avec des collections de naissance, timbales, rondes serviettes. Dans les années 70, la maison a été un des premiers ateliers de fabrication à proposer un service de restauration d'orfèvrerie ancienne. Et donc ça nous permet actuellement d'être sur le marché, de pouvoir proposer un service de restauration haut de gamme et spécialisé en fonction de l'objet à restaurer, à destination des antiquaires, des marchands d'art et également de nombreux particuliers. Une fois que vous aurez poussé la porte du 30 de la rue des Gravilliers, donc vous arrivez dans un atelier, la boutique, la partie boutique de l'atelier, donc qui a été repensée il y a déjà une dizaine d'années. Donc une fois que vous aurez passé la boutique, vous arrivez sur un grand atelier où d'un côté vous aurez donc des baies vitrées qui nous permettent d'avoir la lumière du jour de la cour intérieure, et puis en opposition, donc de l'autre côté, ces impressions de presse à balancier, tout un mur de matrices où vous avez un petit peu telle une bibliothèque. Tous les modèles, tout ce qu'on peut proposer en couvert est rangé là par modèle dans ces grandes bibliothèques de chaînes de part et d'autre du coffre-fort. Je vais fabriquer une cuillère cadet, des cuillères enfants en argent massif. Donc pour cela, je vais partir d'un morceau d'argent massif que je reçois comme ça sous forme de grands lingots. Donc c'est déjà titré à 950 millièmes par mon affineur. Donc là, en l'occurrence, pour faire une cuillère d'enfant dans le modèle uniplat, je vais partir avec un certain poids de départ d'argent. Donc je vais découper un petit lingotin d'argent que je vais ensuite un petit peu laminer pour l'amener à une certaine longueur. Et je vais, dans ce lingotin, diviser en deux. Il y a une partie du lingotin que je vais réserver pour la partie haute, là à savoir le cuilleron, et le reste pour la partie basse, la branche et la spatule. Je vais alterner des passages de forge au marteau sur le tas avec un recuit au chalumeau dans la forge, de manière à chaque fois redonner un peu la malléabilité au lingot d'argent. Donc je vais faire comme ça quelques allers-retours. Une fois que j'ai fait tout ce travail de forge, je vais effectuer quelques réglages à froid, de longueur, de largeur, toujours en me confrontant au gabarit. Et puis, quand la pièce sera impeccablement réglée, que toutes les longueurs, les épaisseurs seront bonnes, on va venir la confronter à la matrice. C'est que je vais la précambrer très légèrement à la matrice afin qu'elle puisse se positionner convenablement lors de l'estampage.
Vu qu'on a deux secteurs qui est la fabrication et la restauration, en fait assez vite on va travailler pour donc jusqu'à la partie fabrication, on va avoir les autres maisons de luxe qui nous font pas mal travailler sur de la fabrication. On peut avoir des architectes d'intérieur, décoratifs, des marques de champagne aussi, etc. En fabrication, on peut avoir ou du particulier pour un cadeau unique, et tout ce qui peut être développement de projet. Du prototype, etc. Et on va avoir aussi la partie restauration, où là, ça peut être pour des antiquaires, pour des restaurants, pour des palaces, du particulier, des salles de vente comme Sotheby's et Christie's. Et après aussi tout ce qui est monde liturgique, donc pour ce qui est église, synagogue et mosquée. À l'atelier, en ce moment, on a différents projets. Une grosse partie qui va être montage et restauration de couteaux. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, les couteaux, ils sont montés avec une cire végétale. C'est-à-dire qu'à basse température, ils peuvent se démancher, se déboîter. Donc nous, on est le dernier atelier à faire ça à Paris, où on va faire du remontage de couteaux, mais fait pour le lave-vaisselle justement. Donc on va enlever cette cire au préalable en chauffant légèrement avec une flamme molle. On va les entièrement, toute cette cire, et on va refaire par différents stades un remontage qui sera scellé avec une sorte de plomb, qui n'est plus du plomb puisqu'on fonctionne avec les normes internationales aussi, donc on ne doit plus utiliser de plomb. Il faut savoir qu'un couteau d'argenterie, c'est toujours composé d'un manche et d'une lame. Donc nous, on va sceller justement ces deux parties-là ensemble et faire une finition à la fin brillante. Enfin, on va les restaurer, les nettoyer, etc. On a une théière où la graine, ce qu'on appelle la graine du couvercle, c'est le petit bouton qui permet de tenir le couvercle. Ce bouton-là a disparu, donc là justement, il y a Sébastien qui est en train de refaire un petit bouton en décolleté. Là, ce que je vais faire, je vais refaire la partie manquante de la théière. Donc c'est une petite graine qui va nous permettre d'ouvrir le couvercle sans l'attraper par là. Du coup, je pars d'un morceau de laiton que je tourne. Et qui va avoir cette petite forme là et qui ensuite sera brasé dessus. Ça fait à peu près 15 mm de hauteur sur 10 mm de diamètre, à peu près. Pour faire cette graine, je vais partir d'un barreau de laiton que je vais couper à une certaine dimension, qui se rapproche le plus de la dimension de ma graine. Ensuite, je vais partir de ce modèle-là de graine qui existe déjà pour m'inspirer pour faire la future graine. Alors cette machine-là, ça s'appelle un tour. C'est une machine qui permet de maintenir une pièce en laiton et de l'usiner grâce à des outils comme ceux-là, ou encore celui-ci, les trois outils principaux. La plane, l'outil à dégrossir avec une pastille en carbure de tungstène, et un outil à gorge. Les demandes de nos clients ont énormément évolué. Le marché de la restauration d'orfèvrerie ancienne change énormément au gré des modes,
des marchands qui vieillissent, etc., des nouvelles façons d'acheter ce type d'article. Donc nous, on a conservé la partie fabrication donc, de couverts. On est devenu comme ça sur l'activité, un des derniers, à proposer encore à la fois sur notre site historique, mais tout le process de fabrication complètement traditionnel et à la main. Ensuite, on propose également la fabrication de trophées sportifs, un petit peu d'excellence, du prototypage à destination des designers, architectes, des créations sur mesure pour un projet spécifique. Il leur faut un plateau, un seau à champagne, un élément qui va s'inscrire comme ça dans un décor vraiment spécifique. Donc là, c'est pareil, on rejoint le sur-mesure, le vrai luxe, donc d'aller chez un artisan compétent pour faire vraiment un objet unique. Donc ça, vraiment, de plus en plus, on met en avant ça. Et puis, à titre personnel, je m'émarge du temps pour créer de plus en plus d'objets de collection. Mon métier d'orfèvre m'amène parfois à faire des créations. En l'occurrence, des créations très personnelles. J'avais commencé un premier volet en 2022 que j'avais présenté à Homo Faber à Venise, où je suis tombé amoureux de l'art verrier de Murano. Donc je reviens avec énormément d'ouvrages, je feuille, je consulte et je réfléchis. À un moment, j'ai un déclic face à un flambeau fin 17e, début 18e, où on avait une forme assez similaire, mais tout le milieu était entièrement fait avec des décors de verre. Et là, j'ai un déclic, je me dis, il faut faire ça. Il faut associer cet art verrier de Murano à l'orfèvrerie. Je me rends à Venise, je trouve un verrier en capacité de faire ces filigranes très très fins. Pour ce deuxième volet, je suis parti sur quelque chose de volontairement plus végétal. Pour le modèle pavot, par exemple, j'ai réinterprété une feuille de pavot, donc là, il y avait juste une recherche de forme et de technique d'assemblage. Mais sur d'autres modèles, j'ai vraiment limite inventé des plantes. Je me suis inspiré de certaines succulentes ou d'aloès et je suis parti comme ça en imaginant des plantes un petit peu inquiétantes pour créer des graines ou des décors autour de couvercles de coupe. Là, c'est une des succulentes que j'ai imaginées, donc toujours sur ce projet créatif de Venise. Donc là, je suis en train de brunir les tranches des décors donc de vermeil. Donc j'ai fabriqué des éléments en argent que j'ai confiés au doreur pour les faire plaquer or. Et ensuite, les tranches, j'ai souhaité des parties mates. Donc je me suis mis au point avec David, mon doreur, pour avoir ce traitement de surface, ce mat assez fin. Et ensuite, je vais reprendre à l'agate. Donc, ce sont des outils anciens, donnés par des anciennes brunisseuses. On a d'ailleurs les initiales sur les manches. Donc, vous avez des petits morceaux d'agate et vous retrouvez différentes formes d'agate qui sont polies et montées serties comme ça avec une petite partie en cuivre sur le manche en bois. Et ça va nous permettre, si vous voulez, d'avoir une action où on va écraser le métal sous le frottement de l'agate pour, si vous voulez, avoir un brillant. Donc on va venir comme ça écraser, brunir le métal et avoir ainsi des tranches brillantes, ce qui va permettre de contraster avec le mat. Donc ça, c'est l'élément, la recherche de volume qui a été fait en feuille de cire. Et ensuite, je vais venir monter ça.
L'avenir dans le métier va être compliqué parce que c'est à nous d'essayer de maintenir ce savoir-faire-là, de le transmettre, mais sans avoir aucun moyen. Je suis optimiste dans le sens où, vu qu'on fait un travail à la main d'artisans, on aura toujours besoin de nous, parce que aussi bien en fabrication qu'en restauration, si on travaille dans le haut de gamme, la machine ne peut pas tout faire. Mais sur le long terme, en fait, c'est plutôt les côtés techniques qui sont compliqués à maintenir en vie, quoi. Et là-dessus, on sait que ça va être difficile, quoi. De nos jours, le métier de l'orfèvrerie, d'un point de vue technique, il se réduit comme peau de chagrin. C'est triste parce que, si vous voulez, vous avez souvent un savoir-faire qui est tenu par une maison ou une personne. Et qui, malheureusement, au gré d'un quotidien, etc., ne va pas forcément prendre le temps de transmettre, de former, de préparer son propre avenir. Donc on se retrouve comme ça avec une fragilité de certains savoir-faire au sein, nous, de toute cette mosaïque qui nous entoure. Là où je suis confiant, c'est qu'en 20 ans, j'ai vu également changer le regard sur les métiers d'art. Quand on voit maintenant des salons, comme j'ai la chance de participer à Venise avec la Michelangelo Foundation, quand on voit toute l'énergie positive, ces cercles vertueux qui vous permettent de se dire vous êtes artisan, vous avez de l'or dans les mains, mais vous êtes également des créateurs. Donc il y a un avenir. Il faut juste, si vous voulez, se rendre compte que le train, il est en marche. Et de ne pas louper le coche, c'est-à-dire de ne pas vouloir rester figé dans ses habitudes.